Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. Celui-ci, on l'espère, sans problème technique. Ça nous est arrivé la dernière fois, on espère qu'on sera épargné cette fois-ci. Avec moi cette semaine, fidèle au poste, avec un maillot des Memphis Grizzlies, c'est Tom. Oh. Comment ça va, Tom? Ça va très bien, vous? C'est un peu le podcast du maillot. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, on a tous un maillot. Alors, je suis seul qui dénote parce que j'ai pas un maillot de basket. Et lui, il arbore un magnifique maillot des Bulls avec une casquette des Bulls. J'imagine aujourd'hui qu'Adrien, tu vas être content parce qu'on va parler des Bulls et que les fans des Bulls sont un petit peu insistants quand il s'agit de parler des Bulls. Donc, comment tu te sens? Bah, très bien, on est passionné, que veux-tu. C'est mon sujet préféré, on peut faire un podcast de 5 heures si vous voulez. Avec grand plaisir. Alors je sais pas si on va tenir, parce qu'on enregistre le soir, mais effectivement, on va parler des Bulls, de l'été des Bulls, et plus généralement de l'état de cette franchise. Parce que, alors, contrairement à ce que pensent nos petits fans des Bulls, on en parle pour la 3e fois depuis décembre 2019, mais c'est vrai qu'il s'est passé un été l'état était remuant du côté des Bulls, et c'est assez intéressant de voir où en est cette franchise. Alors, avant ça, n'oubliez pas, comme d'habitude, de nous suivre sur Twitter et puis de nous donner la note maximale sur votre application de podcast où on vous invite à vous abonner parce que dans les prochaines semaines, on va sortir plus de podcasts que d'habitude. Voilà, le teasing est lancé, l'introduction est terminée, alors une petite pause et puis on s'envole du côté de Chicago. Alors pour commencer, Adrien et Tom, je vous propose de partir de la conf de presse de Karnizovas, c'est-à-dire le président des opérations basket côté Bulls. On va en parler un peu, l'architecte de cet effectif côté Bulls actuellement. Cette conf de presse, c'est celle de la fin de saison, de la saison dernière. On est donc en mai 2021, il y a quelques mois. Et il expliquait en mai dernier qu'il ne se complaisait pas dans la médiocrité. Je le cite, « Nous allons ajouter du talent à notre effectif, revenir meilleur pour ne pas rater une nouvelle fois les playoffs. Nous voulons entamer la saison prochaine pour être sûr que ça n'arrivera pas. » Résultat, départ entre autres de Tadion, Garrett Temple, Lauri Markkanen, Thomas Satoransky ou encore Denzel Valentine. 5 noms qui se classent tous dans le top 8 des minutes jouées la saison dernière chez les Bulls. À la place, les arrivées notamment, on en parlera, de Lonzo Ball, DeMar DeRozan ou encore Alex Caruso. Mais avant tout ça, Adrien, pour essayer un peu de comprendre la philosophie qui a animé cet été des Bulls, est-ce que ça peut se résumer par jouer les playoffs? Ouais, je pense que c'est une bonne formule. Je pense que c'est retrouver le chemin de la victoire, parce que c'est vrai que souvent en NBA, du point de vue des fans, on a tendance à penser le titre ou rien. Et c'est vrai que bon, c'est le Graal, c'est ce que cherchent toutes les équipes. Et en même temps, il y a un gagnant par an, un seul, et c'est toujours compliqué. Et on en a souvent parlé, notamment quand on parlait des différents marchés en NBA. Il y a des équipes pour qui viser une place en play-off, c'est déjà bien. Et du côté des Bulls, ça fait quelques années, il y a eu cette période d'Eric Rose, évidemment on est obligé d'en parler, où on y a cru qu'on allait pouvoir redevenir un contender, parce que quand tu as le plus jeune MVP de l'histoire, tu t'imagines qu'en construisant autour, tu vas pouvoir aller gratter le haut du tableau. On n'était pas si loin, mine de rien. Mais une fois cette période passée, pour des raisons de blessure, tout le monde est au courant, ça fait quand même quelques temps qu'on gagne plus beaucoup de matchs. Et cette volonté de base qui était d'avoir un joueur pour retrouver le haut du tableau, qui a été essayé un petit peu avec Jimmy Butler. Du côté de Garpax, on a décidé que c'était pas assez. On a voulu repartir à zéro, et maintenant, depuis quelques années, du côté des Bulls, on gagne plus. Il y a de moins en moins de monde qui va au stade, mine de rien. C'est important, c'est quelque chose qui a dû faire bouger cet été. Et voilà, on se retrouve dans une situation où c'est vrai que finalement, on a envie de gagner des matchs, de voir du basket, de progressivement retrouver une certaine place. Et je finirai en revenant encore sur cette histoire de marché. On en avait parlé, je renvoie vers le podcast Dunk Hebdo à ce sujet-là. Si on veut être une équipe qui attire du monde pour justement retrouver le très haut tableau, à un moment donné, il faut aussi être crédible en termes basket et donc gagner des matchs. On ne peut pas se contenter d'être toujours dans les bas-fonds et de rater les playoffs année après année. Effectivement, tu l'as dit, enfin tu l'as sous-entendu, depuis 2014-2015, donc la dernière saison de Tom Thibodeau, une seule qualification en play-off et pas de victoire, pas de série gagnée. Et c'est vrai que depuis, on a aussi vu des épisodes
pas vraiment très glorieux, en tout cas qui ont pas affiché une bonne image du côté des Bulls, que ça soit à l'épisode Hoiberg, on a eu bref la saga Portis, Boylan, enfin bref, c'est vrai ça fait très longtemps que côté des Bulls c'est pas forcément la joie. Tom, je te lance sur la même question, jouer les playoffs, on va revenir plus en détail dans les minutes qui suivent sur cette intersaison côté Bulls, mais est-ce que ça a permis un peu, est-ce qu'on peut comprendre ça comme ce qui a aiguillé un peu Karnizovas pendant cet été? Enfin, je pense que le move en fait il suit en fait le premier move qui avait déjà été fait pour ramener Nikola Vucevic. Nikola Vucevic qui est un joueur qui est entre guillemets plus dans son milieu fin de carrière que près du début. Donc c'est un joueur qui est encore dans son prime aujourd'hui et qui va normalement apporter sa plénitude à ce roster-là. Je pense qu'il y a vraiment une notion de timeline qui en fait qui a changé. Et que la timeline, c'est devenu Zach LaVine plutôt que Lauri Markkanen, Wendell Carter et tout ça. Et en fait, Zach LaVine, c'est un joueur qui n'a jamais connu les playoffs depuis qu'il est en NBA. Et tu sens que c'est quelque chose un peu qui manque en termes d'accomplissement. Et faut pas, enfin aujourd'hui, le précieux entre guillemets des Bulls, c'est Zach LaVine. Et ils sont à un moment charnière, en fait, une période charnière pour pouvoir le garder à long terme. Donc du coup, je pense que tous ces moves-là, c'est vraiment pour le rassurer, pour lui dire que qu'il peut concevoir un avenir sportif chez eux. Et en tout cas, Karnizovas, on voit que c'est quelqu'un qui il a dit que sa priorité quand il est arrivé à sa conférence de presse en 2020, quand il est arrivé, il a dit que sa priorité c'était le développement des joueurs, mais il a jamais dit que c'était de construire autour d'un noyau de jeunes joueurs. Et en fait, on voit que les pièces maîtresses de l'effectif des Bulls se sont développées et les joueurs qui ne sont pas développés assez sont partis. Et du coup, il a ramené des joueurs concrets et tu sens clairement que c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir des résultats sportifs à court terme. On n'est plus sur du on va attendre que, alors oui, on peut se dire de temps en temps que les choix de draft, l'espoir a énormément de valeur, mais je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de concret et du coup, il est allé chercher des joueurs pour améliorer entre guillemets le plancher de l'équipe pour être sûr de pouvoir entre guillemets batailler pour les playoffs. Adrien, on reviendra en fin d'émission sur un peu un premier bilan de cette époque, de cette transition au niveau du régime du côté des Bulls, mais est-ce que on n'a pas déjà en un an vu une page qui se tourne? Parce que Tom parlait des jeunes joueurs. Quand on fait un petit peu le bilan, Wendell Carter a été échangé, premier tour de draft en 2018. Chandler Hutchison n'est plus là, premier tour de draft en 2018. On a aussi Denzel Valentine qui n'est plus là, premier tour de draft en 2016. Lauri Markkanen n'est plus là. Il y a quand même tout un groupe de jeunes joueurs sélectionnés par le précédent régime qui n'est plus là, du coup. Et là, ce n'est que les jeunes joueurs. C'est-à-dire que du précédent régime, au moment de l'arrivée de Karnizovas, qui reste chez nous, Zach LaVine, donc du trade de Butler, et Kobe White, qui avait été drafté cette année-là. Le reste de l'effectif n'est plus là. Donc effectivement, c'est sûr qu'on a changé d'air. Et on a changé aussi, comme le disait très bien Tom, de perspective. Il y a à la fois cette vente d'espoir qu'on nous vend toujours sur les jeunes joueurs, c'est sûr. Donc là, on revient sur la draft. Et je pense qu'il y avait aussi un peu d'assise sur les acquis du côté des Bulls. On sait qu'on en avait aussi une nouvelle fois parlé. C'est une franchise qui a un rayonnement quand même global qui est assez élevé. Il y a beaucoup de fans, alors que c'est une franchise qui n'a plus gagné depuis assez longtemps. Bon, il y a eu encore une fois cet épisode rose qui a été quand même une star internationale. Mais voilà, du côté des Bulls, on s'appuyait sur le fait que la salle était remplie, on a beaucoup de fans, on génère de l'argent. Les gens ont envie de porter le maillot des Bulls parce que c'était Michael Jordan et donc tout le monde a envie d'un jour porter ce maillot-là qui est devenu quand même assez symbolique. Donc on se contentait de ça et finalement on essayait des choses, ça marchait pas, on rase tout, on recommence. C'est ce qui a un peu été fait avec Butler. Cette fois-ci justement c'est l'inverse. Je pense qu'on ne veut pas se retrouver du côté de Karnizovas. Il ne veut pas faire la même erreur de dire Butler, donc pour lui LaVine. Je vais mettre en parallèle les deux joueurs. Donc le joueur central n'est pas assez fort pour être ta pièce numéro 1 pour aller chercher le titre. Donc automatiquement on rase tout, on recommence. Si tu fais ça, c'est un cercle vicieux. On en a beaucoup parlé dans différents podcasts. Tu peux pas tomber, toutes les équipes ne peuvent pas tomber sur Kevin Durant, LeBron James ou Giannis Antetokounmpo, c'est pas possible. Donc au bout d'un moment, il faut raison garder et à court terme parfois se dire écoute, on a ces cartes-là, on va essayer de les maximiser et voir ce qu'on peut en faire. Et comme l'a très bien dit Tom, je pense que c'est ça l'idée, c'est de dire on va voir ce qu'on peut faire de la grande période entre guillemets Zach LaVine, on verra où ça nous mène et puis on fera un bilan après.
Très bien. Alors, je veux pas griller toutes nos cartouches dans ce débat-là, donc on va tout de suite rentrer dans le concret avec l'arrivée. On va y aller chronologiquement de Lonzo Ball dans un sign and trade avec les Pélicans. Alors, je vais te griller la priorité, Tom. Je vais redonner la parole à Adrien, qui est notre expert Bulls. Tu avais milité dans les jours précédents l'ouverture du marché pour Lonzo Ball en nous disant que ça soit, je pense jamais vraiment dans le podcast, mais en off ou dans nos conversations, moi, j'aimerais bien Lonzo Ball aux Bulls. Voilà, la parole est à toi, Adrien. Pourquoi tu militais vraiment pour cette arrivée-là? C'est un profil qu'on avait aussi évoqué dans le podcast sur les Knicks, notamment Lonzo Ball. Il faisait envie à beaucoup de monde, il y avait du monde sur le dossier. Je pense que Lonzo Ball, il a un profil. Alors, bon, il y a une. Comment dire? Par rapport aux attentes qu'il y avait eu à son arrivée en NBA, peut-être qu'il y en a certains qui ont déchanté. Mais il a tout de même un profil actuel qui est enviable pour beaucoup de monde, dans le sens où il a un rapport entre le prix qu'il a, l'âge qu'il a, parce que ça reste un très jeune joueur, et le rôle qu'il est capable de tenir dans plusieurs équipes qui est très très intéressante, et notamment quand justement ta pièce principale, donc chez nous Zach LaVine, est un guard qui joue avec la balle quand même régulièrement et qui n'est pas un très bon défenseur. Lonzo Ball est un relativement bon shooter, il s'est amélioré sur la mécanique déjà, visuellement ça va beaucoup mieux, est un très bon défenseur sur l'homme et un meneur plutôt de transition, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui lâche assez vite la balle ou en début de possession il peut la lâcher très très vite. Donc c'est le complément parfait à un profil tel que Zach LaVine, et effectivement qui ne nous a pas coûté très très cher à récupérer parce qu'il n'était plus en odeur de sainteté. Là tout fitait, et encore une fois sur cette histoire de timeline, son âge revient, il est à peu près au même point que Zach LaVine. Tu peux le garder sur du court terme, ils seront à peu près dans le même, leur prime sera va à peu près se croiser. Donc finalement tout correspondait pour qu'on aille chercher ce profil-là plutôt que soit un vétéran pour aller plus dans le style Vucevic ou un très jeune joueur, mais ça on a déjà expliqué que bon, c'était peut-être plus l'idée. Je te sens conquis là. Je te redonne la parole après, Tom, mais alors on le savait un peu nous, mais du coup j'insiste pour les auditeurs, mais je te sens vraiment conquis par Oui, c'est comme je viens de le dire. Pour moi, c'était le profil parfait par rapport à ce qui était aussi disponible sur le marché. Il faut toujours aussi remettre en perspective ce qu'on peut récupérer. Et puis, on va en reparler aussi avec DeMar DeRozan, mais je trouve que, en tout cas, au niveau du 5 qui est construit, et que ça a commencé, comme tu le disais, Tom, avec l'arrivée de Vucevic, il y a une cohérence. Alors après, effectivement, je suis pas en train de dire que les Bulls vont remporter la conférence Est et le titre NBA, mais il y a une cohérence sur l'effectif, et c'est un peu méchant de mettre du sel là-dessus, mais comparé à ce que nous avait proposé Garpax, par exemple, avec cette association Rondo Wade Butler, là, on peut entrevoir en tout cas le projet de jeu. Et ça paraît bête, mais c'est déjà bien. Tom, je t'en prie. Pour revenir un peu sur le côté Lonzo Ball, c'est un peu le fit parfait avec Zach LaVine, je dirais même des deux côtés du terrain, puisque on l'a vu par exemple à Team USA, on a vu que Zach LaVine c'était quelqu'un qui, quand il devait faire face au porteur de balle principal, il n'était pas paumé et il offrait plutôt une bonne résistance et il arrivait à rester en face des joueurs. Là où il a plus de mal, c'est vraiment sur tout ce qui est défense loin du ballon. Et c'est là, c'est un secteur de jeu où Lonzo Ball excelle. Donc c'est vrai que ça fit parfaitement offensivement là où tu aurais eu par exemple Zach LaVine plus en porteur de balle principal et en Lonzo Ball fluidificateur offensif. Là où tu aurais eu par exemple en défense Lonzo Ball qui serait du coup entre guillemets le défenseur d'aide un peu à la Robert Covington quoi sur le périmètre, et là où tu aurais pu avoir Zach LaVine en joueur le point of attack defender quoi. Alors oui, c'est pas entre guillemets c'est pas le joueur qui est parfait pour ça, hein, c'est pas un stopper à ce niveau-là, mais défensivement dans ce rôle-là, c'est quelqu'un qui peut apporter, c'est un joueur qui peut être neutre et pas être négatif du coup. Donc je trouve que ça faisait vraiment sens d'avoir ramené en fait ce duo de joueurs-là est vraiment complémentaire pour moi. Et puis faut pas oublier d'où portent les Bulls. Hein. L'an dernier, Kobe White était à la main. T'as eu pas mal de passages de Satoransky, d'Archidiakono. Les Bulls l'an dernier, ils ont gagné avant la saison dernière, ils avaient gagné 22 matchs sur les deux dernières saisons. Hein. Donc c'est une équipe qui part de loin. C'est pas une équipe qui était aux portes des playoffs. C'est une équipe qui part de vraiment loin. Donc du coup récupérer un talent comme Lonzo Ball, c'est pas rien. Et je trouve que ça augmente la respectabilité entre guillemets de l'équipe et ça fait beaucoup plus sens dans un projet à court moyen terme.
Et après, pour rester sur la défense, c'est vrai que tu viens de citer l'année dernière, bon, les joueurs qu'on avait, Kobe White, bon, on va pas parler de sa défense. Satoransky Arcidiacono, il faisait les efforts, mais qui sont pas extraordinaires. Mais on avait quand même une défense qui était pas mauvaise. Qu'on était 12e au defensive rating, il me semble, quelque chose comme ça. Donc c'est pas horrible. Donc finalement, je sais qu'il y a des réserves. Bon, je pense qu'on va y revenir avec les autres profils de l'effectif. Il y a des réserves sur la défense des Bulls, qui effectivement sera probablement pas dans l'élite de l'élite. Mais vu ce qu'on avait été capable de proposer l'année dernière avec un effectif qui n'était pas beaucoup plus impressionnant défensivement, l'arrivée notamment, comme tu disais, d'un Lonzo Ball qui a un profil en plus de défenseur d'aide, donc ce qui est plutôt le profil que tu recherches quand tu as plusieurs défenseurs moyens, disons, en Zach LaVine, en Vucevic, et parfaitement complémentaire. Et je pense c'est une bonne idée, on peut voir des belles choses défensivement, même si ce ne sera pas extraordinaire, bien sûr. Après, pour peut-être nuancer, j'ai beaucoup lu sur la campagne Tokyo Heat de Zach LaVine défensivement. J'essaye toujours, je pense qu'il faut se méfier des conclusions qu'on tire des campagnes américaines aux JO et aux Coupes du Monde, parce que c'est tellement un rôle inhabituel pour un Zach LaVine de pas avoir à porter le ballon, de pas être le joueur de l'équipe qui touche le plus la gonfle, comme c'est le cas du côté de Chicago. Pour moi, faut s'en méfier. Après, pour Lonzo Ball, peut-être un petit détail, plus que sa relation avec Zach LaVine, c'est un joueur qui fluidifie, vous l'avez un peu dit, mais qui fluidifie le jeu. Et ça, c'est bon du côté, je trouve, on va y revenir, du côté des Bulls, où il y a quand même du Vucevic, du Zach LaVine, qui sont des joueurs qui sont pas surtout Zach LaVine, qui sont pas des joueurs héliocentrés, mais qui touchent énormément la balle, en fait, pour des joueurs qui sont pas héliocentrés. Quand tu regardes c'est une stat que j'aime bien, les minutes de possession de balle, Zach LaVine, il est très haut pour un mec qui est pas un joueur qui diffuse. Un grand créateur, passeur, ouais. Donc, après, tu voulais qu'il donne la balle à qui l'année dernière? Oui, c'est vrai. Voilà. Mais pas pour le dédouaner totalement dans le profil, mais effectivement, la stat, je pense que sur l'année dernière, elle est un peu faussée, mais tu as raison, je suis d'accord avec toi. Après, faudra juste voir, peut-être défensivement, on va revenir ensuite sur l'arrivée de DeRozan, mais alors oui, il va aider, mais là, tu passes quand même sur 3 postes où tu as des défenseurs un peu douteux. On va y revenir ensuite. Après, juste pour revenir avec ça sur le côté défensif, là où je trouve que certains défenseurs, certains joueurs qui sont vus comme par exemple des mauvais défenseurs, je pense par exemple à Vucevic. Il est pas si mauvais. Quand il a joué, en fait, alors oui, c'est pas le mec hyper flashy, hyper athlétique, mais c'est un gars qui, lorsqu'il est dans la raquette, il peut arriver sous Steve Clifford, il faisait le boulot. Et on l'a vu aussi, il faisait le boulot, même si c'était pas, même si c'est pas le rim protecteur extrême, mais il faisait quand même le boulot, quoi, mais pour la saison régulière. Autour de lui, c'était beaucoup, on sait que je tape souvent. Il y avait Gordon, Isaac et tout, oui. Il a pas les mêmes profils, mais on va revenir. On va ensuite, chronologiquement, l'arrivée d'Alex Caruso. T'en as pensé quoi, Adrien? On n'en a pas vraiment parlé de l'ami Alex Caruso du côté des Bulls. Enfin, entre nous. Oui, entre nous. Oui, parce qu'Alex Caruso a une certaine cote sur le Twitter NBA qui fait que ses mouvements sont scrutés. Encore une fois, une belle signature en rapport qualité-prix, en backup meneur, en guard qui va pouvoir venir, qui peut être un playmaker de banc relativement. On l'a vu avec les Lakers, il s'est très bien entendu avec LeBron James, ça reste un joueur intelligent. Et qui est aussi un bon défenseur. Alors pareil, une nouvelle fois, pas forcément très fort sur l'homme, mais qui est souvent bien placé. Souvent pour aller faire les petites interceptions sur les passes, etc. Moi, je trouve que c'est une très belle signature. Une nouvelle fois, alors lui, pour le coup, ça dénote un peu parce que la plupart des signatures dont on va parler sont celles autour du 5 majeur. Le banc des Bulls est une autre problématique. Et je pense qu'effectivement, quand même, Caruso est une très belle signature dans l'esprit de quand on avait un Garrett Temple, ce type de joueur-là, quoi. C'est-à-dire qu'il va pouvoir apporter en défense de l'énergie, un peu pouvoir porter la balle pour reposer les moments. Alors, il risque de pas y en avoir énormément, mais les minutes où il n'y a ni LaVine, ni DeMar DeRozan en créateurs principaux, tu peux lui donner la balle sans avoir le risque que Kobe White fasse 7 pertes de balles en 35 secondes. Donc c'est plutôt bien et ça permet aussi, justement en parlant de Kobe White, de lui donner plus de minutes au poste 2, là où il a été très bon sur certains matchs l'année dernière en tant que feu follet de banc. Lui mettre un créateur, un métronome à côté, je pense que c'est une très belle idée. Tom, j'ai vu que tu voulais réagir. Ah non, c'est assez d'accord avec ça. Je trouve que Caruso, il amène une certaine grinta, en fait, un peu de caractère à cet effectif-là. Après, je trouve que le profil de joueur d'un point de vue basket, il permet aussi d'avoir des line-up avec 3 guards entre guillemets, un peu à la manière de ce que pouvait faire
ce que pouvait faire le coach avec OKC. Donc du coup, enfin, moi je trouve que lui aussi c'est un ajout intéressant puisque c'est un joueur qui a déjà montré des choses en playoff. Alors oui, il était dans un rôle bien particulier avec des talents très forts autour de lui qui permettaient de masquer ses déficiences. C'est sûr que tu peux avoir peur du fait que un peu comme le théorème joueur qui quitte Miami, quoi. Une fois que tu quittes des joueurs très très talentueux, ben tes faiblesses se voient beaucoup plus facilement et sont plus facilement aussi exploitables. Mais je trouve que dans le mix, il est pas pire que Denzel Valentine, quoi. Par rapport au rôle que lui va jouer, tu sens que c'est un joueur qui peut avoir un rôle positif dans une équipe qui vise les playoffs. Eh ben, c'est plutôt pas mal. On a parlé du positif, on va venir dans le plus délicat maintenant, parce qu'on continue par ordre chronologique. Et donc, le 11 août, on a vu l'arrivée de DeMar DeRozan dans un sign and trade, donc entre les Bulls et les Spurs. Pour rappeler les détails, DeMar DeRozan est donc arrivé du côté des Bulls en l'échange de Thad Young, Al-Farouq Aminu, un futur premier choix de draft, et voilà, ça a amené une signature de DeMar DeRozan pour 3 ans et 85 millions de dollars. Adrien, est-ce que tu peux me défendre ça ou qu'est-ce que tu en penses? Ah, d'accord, très bien, parfait. Oui, je peux le défendre. Alors, ce sera moins dans le profil, effectivement. Je pense que vous allez y revenir. C'est moins idéal, en tout cas, on le voit moins complémentaire du reste. DeMar DeRozan souffre de certaines formes d'anachronisme pour certains, qui est un joueur qui prend très peu de 3 points et beaucoup de tirs à mi-distance. Cela dit, pour revenir déjà avec une partie qu'on a évoquée avec Lonzo Ball, DeMar DeRozan est un joueur athlétique qui va vite vers le cercle, et je pense d'ailleurs que c'est l'effectif des Bulls le plus athlétique qu'on a depuis un bon moment. C'est-à-dire qu'on a eu des moments avec un athlète qui stand out, quoi, type Derrick Rose ou Zach LaVine. Il était seul. Voilà, et ça fait un moment qu'il n'y a pas eu autant de monde avec, je pense à Patrick Williams qui court aussi. Et on va avoir, on va pouvoir courir, quoi. Donc là-dessus, ça me semble pas mal. Ensuite, l'année dernière, Zach LaVine a pris énormément de shoots, alors pour avoir vu pratiquement tous les matchs, mais d'un compliqué, parce qu'il était tout seul à créer. Effectivement, les défenses, c'était pas très compliqué. Il suffisait de cibler Zach LaVine. Avec l'arrivée de Vooch, bon, il me semble que ces pourcentages ont baissé, mais à ce moment-là, mais bon, on va dire qu'il y a une question de complémentarité. Enfin, d'apprendre à se connaître. Mais en tout cas, avec l'arrivée de Vooch, déjà, ça ouvre un peu le terrain. Et je pense que DeMar DeRozan aussi va pouvoir soulager par séquence Zach LaVine. DeMar DeRozan, l'année dernière aux Spurs, il est très efficace en tant que ball handler sur pick and roll. Il me semble qu'il est vraiment très très haut en efficacité sur pick and roll. Alors oui, pour des mi-distances, mais c'est des systèmes qu'on a déjà vus pour Zach LaVine chez nous, qui le fait aussi, qui en prend aussi. Donc on va pas perdre grand monde. Et puis ensuite, voilà, moi je pense que défensivement c'est pas extraordinaire, mais c'est pas ce qu'on cible quand on a DeRozan. Je pense que voilà, il va apporter du soulagement pour Zach LaVine, un peu de variété en attaque, pouvoir jouer des pick and roll, des pick and pop avec Vucevic et Pat Williams qui devrait se retrouver à écarter le jeu. Donc on va avoir un autre gars pour aller driver au cercle pour finir fort, ce qui est capable de faire DeMar DeRozan. Offensivement, ça colle. Après, bon, voilà, la question de la temporalité, on l'a évoqué en début de podcast. Moi, ça ne me gêne pas de payer à ce moment-là. On verra où ça nous mène, mais honnêtement, moi, c'est plutôt, je suis plus optimiste que pessimiste, même si je suis pas surenchanté par la signature de DeRozan, mais c'est quelque chose qui me plaît plutôt dans l'esprit, en fait. Ah, c'est pour ça que c'est malin, tu n'as pas mentionné le montant, parce que c'est ça qui fait un peu grincer des dents. Oui, mais bon, ça après le montant, c'est comme toujours, quand c'est des questions de timeline, c'est des questions de choix. Si tu veux ce type de profil-là à ce moment-là, bon, ils ont un certain prix. Je préfère qu'on mette là alors, dans l'idée où on prolonge aussi Zach LaVine derrière, hein, mais on a ce montant-là, je préfère qu'on le mette sur lui plutôt qu'on mette beaucoup trop d'argent pour prolonger Mark Cannon. Pour caricaturer, hein, mais je préfère ça, en l'occurrence. D'accord, parce que même en caricaturant, c'est surtout le montant du contrat qui a fait tiquer avec DeMar DeRozan. Moi, j'ai bien aimé l'argument, je vais te lancer, Tom, de Seth Partnow, qui écrit donc sur The Athletic, qui est expliqué, qui travaillait avant dans le front office des Bucks, que souvent, dans ces genres de sign and trade qui sont plus ou moins ficelés avant l'ouverture du marché, pour être honnête, bon, on le sait tous, sauf la fois où on avait mis bien évidemment une amende aux Bucks,
souvent, ça sous-entend que l'équipe doit être capable d'anticiper la valeur du joueur sur le marché pour lui donner le contrat. Parce que tu es obligé d'anticiper combien il peut espérer pour lui donner un avance. Et peut-être, tout simplement, c'est une hypothèse que j'ai plutôt bien aimée. Les Bulls ont peut-être surestimé la valeur que le marché allait offrir à DeMar DeRozan. En tout cas, je te laisse continuer, Tom. Oui, c'est vrai que plus que le contrat qui peut peut-être faire grincer des dents, c'est aussi qu'il a fallu donner un pick de draft aux Spurs pour lui donner ce contrat-là, alors que les Bulls avaient déjà 2 picks de draft dehors, tu vois. Donc en fait, c'est l'accumulation de la perte des picks, entre guillemets, parce qu'il y a quasiment personne, en fait, dans cette situation. Une équipe qui n'a pas fait les playoffs et qui a 3 picks de draft qui courent sur de longues années. Ça, c'est quelque chose, dans la ligue, vous êtes les seuls, en fait. Ouais. Les Bulls. Donc, du coup, c'est vrai que c'est une grosse agressivité. Et puis, en fait, moi, j'ai l'impression, en fait, que, il y a eu de l'ambition, mais c'est une ambition qui traduit un peu un manque d'ambition, dans le sens où on voit les playoffs, mais pas peut-être plus que ça, tu vois. Et du coup, dans ce cadre-là, tu vois, l'arrivée de DeRozan, si ton objectif c'est de jouer les playoffs, encore une fois, pour moi c'est pas choquant. Ça correspond. Après, t'as parlé de choses intéressantes. Les Bulls l'an dernier, c'était l'équipe qui ils étaient 25e au niveau de tout ce qui était contre-attaque. Là, avec Lonzo Ball, c'est quelque chose qui va s'arranger. C'est une des équipes aussi, ils étaient 25e sur le nombre, le temps de les possessions sur de mi-terrain. La part de leur possession qui est jouée sur demi-terrain. Ils étaient aussi 25e. Donc ça, c'est quelque chose qui pourra les aider avec un joueur comme DeRozan qui fait partie aujourd'hui de l'élite de la ligue pour aller chercher des paniers au cercle sans être assisté. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Pouvoir battre son défenseur, aller chercher des paniers au cercle sans être assisté. Ça veut dire que depuis son dribble, il peut arriver à aller au cercle s'il a un petit spacing autour de lui. On l'a vu ce qu'il a fait beaucoup avec les Spurs, c'est-à-dire qu'il arrivait par sa menace à la pénétration et la menace de son shoot à mi-distance à créer une certaine gravité autour de lui pour pouvoir libérer les shooters et aussi aller finir au cercle. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et puis encore autre chose qui est intéressant avec DeRozan, et c'est quelque chose que vous n'aviez pas dans votre effectif, quelqu'un qui provoque des fautes et des lancers francs. Quelque chose qui provoque des fautes et des lancers francs. Et ça, ce sont des choses qui jouent beaucoup, pas uniquement sur les fins de match, mais mettre les équipes dans le bonus avec des joueurs qui, vous avez un roster athlétique, du coup, pouvoir mettre une équipe vite dans le bonus, ça te permet aussi de pouvoir plus facilement mettre la pression pour aller sur la ligne. Avec des gars comme Zach LaVine, DeRozan. Moi, je serais pas surpris que ces gars-là tournent à aller peut-être 17 lancers francs par match à eux deux, tu vois. Moi, je serais pas surpris que ça arrive. Donc, c'est vrai que quand on regarde les ressources dépensées pour là où potentiellement ça peut t'emmener, c'est exorbitant, c'est vraiment exorbitant. Mais après, quand tu regardes globalement l'assemblage terrain, si tu regardes pas les coups, l'équipe est bien meilleure que l'an dernier. L'équipe est bien meilleure que l'an dernier. Et là, il n'y a pas photo. Moi, je pense que tu as bien résumé. Je pense que c'est ça l'esprit. C'est que Karnizovas s'est dit retrouver les playoffs, être bien meilleur à n'importe quel prix. Je pense que c'est comme ça qu'on peut le résumer. Effectivement, c'est bien. Alors après, il reste des trous dans cet effectif, notamment derrière Vucevic à l'intérieur. C'est ça, là, j'aimerais bien qu'on passe sur l'équipe plus au global. Adrien, était vos inquiétudes, Moi, je t'avoue que Tony Bradley en backup pivot... Enfin, Daniel Theis, il a fait le boulot et je trouve que c'est un bon backup. Très bon boulot, Daniel Theis. On ne pouvait pas le payer, mais je pense que sinon on l'aurait gardé. Pas le payer. Mais c'est sûr que, puis surtout quand vraisemblablement tu vas jouer certaines minutes avec des 4 qui sont des faux 4, qui sont des 3 décalés, c'est un peu inquiétant, c'est vrai, ouais, tout ce qui est défense intérieure, je trouve. Oui, parce que derrière Tony Bradley, c'est Marco Simonovic dans la liste. On a signé Derrick Jones Jr. C'est pareil, c'est pas un intérieur de formation. Enfin, c'est pas un Jones pivot. Junior, dès qu'il est pas à Miami, moi j'y touche pas. Bref. Après, pour des transitions, pour des balles envoyées en l'air par Lonzo Ball, ça marche aussi. Ça marche toujours. Et c'est Patrick Williams du coup qui va jouer la majorité des minutes au poste 4. Et on risque de beaucoup jouer small. Et donc effectivement, quand on va jouer des pivots dominants, enfin quand on va jouer Joel Embiid, ça va être très compliqué. On est au courant. C'est les limites. Après, sur les lignes arrière, on l'a dit. Donc Caruso fait beaucoup de bien. Caruso, Kobe White,
pourquoi pas. Kobe White en sortie de banc, voilà, il faut quand même laisser du temps pour les jeunes joueurs. Ces 2 dernières saisons, ça a été quand même très particulier. Je pense qu'il faut pas tirer de leçons trop vite. Kobe White, il a quand même fait des sorties en termes de scoring très très importantes. Donc si c'est ton feu follet de sortie de banc, c'est plutôt correct. Ça me pose pas de soucis. Après, il est blessé, il a pas d'intersaison non plus pour travailler son jeu. Hein. Oui, en plus. Non, mais il a certaines limites pour le moment en tant que meneur de jeu. Si on veut en faire un meneur de jeu titulaire, je pense que Karnizovas l'a très bien vu et c'est pour ça qu'on est allé signer notamment Lonzo. Pour être un guard feu follet pour mettre des points, on a mis la première game avec deux joueurs à 8-3 points l'année dernière avec Zach et Kobe White. C'est surprenant, mais ce n'est pas Curry Thompson, c'est Zach LaVine, Kobe White. Donc, voilà, bon bref. Tu penses, je te coupe, mais tu penses pas que cette arrivée-là, c'est pas un peu un pied de nez à Kobe White? Enfin, tu le penses pas, toi? Il peut le prendre comme ça. Il peut le prendre comme ça. Ça, après, c'est interne aux joueurs et à l'être humain. Il peut le prendre comme ça. Moi, en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'expérience Kobe White meneur titulaire, elle n'a pas été satisfaisante du point de vue de Karnizovas et qu'il a décidé de passer à autre chose. Est-ce que Kobe White va le prendre comme un échec personnel et le prendre mal? Peut-être. Est-ce que du coup, il va devenir un espèce de super sub, je sais pas, un Jamal Crawford bis, un joueur de ce type-là, ça peut être un objectif s'il est réaliste, pourquoi pas pour lui. En tout cas, du côté des guards, cette rotation-là à 4 là me pose pas spécialement de soucis. Le poste 3, voilà, DeMar DeRozan, Troy Brown qui a fait quelques minutes plutôt sympathiques, ça va. C'est effectivement les rotations intérieures qui sont plus limitées. Après, je pense qu'on verra si tout le monde est en santé. Encore une fois, c'est en sortie de saison particulière, on sait pas trop, mais on verra beaucoup de minutes avec soit Zach LaVine, soit DeMar DeRozan sur le terrain. Donc on devrait s'en sortir offensivement. Défensivement, on verra ce que ça donne. D'ailleurs, c'est assez décevant que finalement vous récupérez Derrick Jones Jr. et que vous récupériez pas du coup Larry Nance dans le trade et que vous récupérez à la place de Larry Nance un pick protégé quoi. Alors oui, on peut se dire que le pick protégé ça vous donne une munition entre guillemets à pouvoir utiliser à la prochaine trade deadline par exemple avec je sais pas moi le salaire de Derrick Jones plus ce pick là. Qu'est-ce que ça peut vous permettre d'acheter en termes de joueurs de rotation qui vous manqueraient? Mais ouais, c'est un peu dommage puisque Larry Nance il faisait vraiment sens dans cet effectif-là. Et puis comme tu disais Adrien, le côté peut-être feu follet de Kobe White peut vous aider durant la saison à aller chercher des solutions pour récupérer le point et pour mettre des points pardon, et aussi le côté avoir toujours un bon playmaker entre guillemets sur le terrain avec le triptyque Lonzo, Zach LaVine et DeMar DeRozan quoi. Ouais. De pouvoir entre guillemets améliorer le plancher et le niveau de guard play de l'équipe avec toujours un de ces gars-là à l'initiation. Sachant qu'on n'a pas trop parlé de Nikola Vucevic, mais qui est quand même offensivement, qui est une option plus que viable, notamment à l'Est, pour aller chercher régulièrement des points, même si tu n'as pas un grand créateur pour le mettre en position. C'est un gars qui sait se créer ses points tout seul. Et juste pour revenir sur le point de Larry Nance, je suis un peu d'accord avec toi. Je ne sais pas quelles ont été les négociations. Il y a aussi peut-être une autre piste, c'est aussi que se dire que si tu récupères Larry Nance, tu veux lui filer pas mal de minutes et tu pourrais entamer déjà Patrick Williams. Je pense qu'ils veulent continuer de mettre sur le terrain le plus possible. Alors là, il verra beaucoup moins la gonfle, donc sa progression balle en main risque d'être freinée très fortement. Après le reste, je pense qu'il y a aussi ça. Patrick Williams, c'est un peu aussi le joyau du côté des Bulls, on l'aime bien. C'est ça, il faut peut-être garder une marge de progression quelque part et c'est peut-être un petit peu là. Vous avez pas peur, les gars? Je joue un peu à l'avocat du diable, moi, de mon côté. Vous avez un petit peu pas... Est-ce que ça vous inquiète pas l'absence de two-way player? C'est-à-dire que quand j'ai l'impression de regarder cette équipe des Bulls, je me dis, ok, donc on est sur un jeu de balancier où on va mettre un petit peu dans l'attaque, un petit peu dans la défense, mais quel joueur apporte des deux côtés du balancier? J'en vois très peu, en fait. Alors certes, certains ne sont pas des très mauvais défenseurs ou de très mauvais attaquants, mais tu as vraiment peu de joueurs où tu te dis, ok, l'apport va être un petit peu cohérent ou du même niveau des deux côtés. Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il faut assembler pour se dire, bon, bah alors, je mets joueur B parce que joueur A, je dois combler, etc. Est-ce que tu as un peu... Ouais. Je vois que Tom dit oui et je vois peut-être Adrien qui fait la moue, donc je sais pas. Vas-y Tom, je t'en prie.
Non, c'est vrai, je suis assez d'accord avec ce constat-là. Hein. C'est une équipe qui, entre guillemets, manque de two-way player. C'est une équipe qui a, t'as l'impression qu'il y a un roster pour l'attaque, un roster pour la défense, et que pour faire un sec majeur, il faudra prendre peut-être les 3 meilleurs attaquants et les 2 meilleurs défenseurs pour pouvoir assembler quelque chose qui pourrait être à l'équilibre. Après, encore une fois, c'est aussi entre guillemets nous en tant qu'observateur et de fan, c'est aussi nous aussi le côté on aime les choses à l'équilibre, mais tu as des équipes qui arrivent à s'équilibrer sur des déséquilibres. C'est-à-dire que tu peux avoir pour moi les Bulls cette saison, ça va être une équipe qui va défendre avec son attaque. C'est une équipe qui devra entre guillemets scorer énormément pour que l'adversaire puisse repartir de son panier et ne pas concéder énormément de transition. Je pense que ça c'est quelque chose qui avec leur attaque, c'est quelque chose qui peut les aider. Et puis, t'as entre guillemets l'historique, par exemple, de Billy Donovan sur la défense, où depuis qu'il est arrivé en NBA, c'est un coach qui est plutôt axé défensif, et il a toujours fini dans le top 15, entre guillemets, au defensive rating depuis qu'il est en NBA. Alors oui, là, c'est la première fois qu'il a... Là, c'est la première fois... Ouais. Oui, là, je suis d'accord. C'est la première fois qu'il a un roster comme... Non, même pas l'année dernière, t'avais quand même des floor raisers, t'avais des Satoransky, t'avais des Garrett Temple, t'avais des Thad, des gars qui font très peu d'erreurs, en fait. C'est ça qui te plombe le plus ton defensive rating, hein. C'est les joueurs inexpérimentés, des gens qui perdent beaucoup la balle et des gens qui ne reviennent pas en transition. C'est ça qui plombe le plus ton defensive rating. Et le problème, c'est que plus tu as t'as des joueurs qui connaissent pas, entre guillemets, le jeu NBA, mais plus tu as des chances que ces joueurs-là se fassent abuser par d'autres équipes, en fait. Donc, il aura du travail. Après, c'est vrai que ce que tu avances là, Ben, moi, ça me dérange vraiment pour les playoffs. Par exemple, pour moi, c'est pas une équipe qui est capable de passer un tour de playoffs. Sur les 2-3 prochaines années, si elle reste comme ça, pour moi, c'est pas une équipe qui est capable de passer. Ça dépend sur qui on tombe. Non. Même, par exemple, vu la hiérarchie de la ligue, je pense pas que c'est une équipe qui, vu les mastodontes qu'il y a de l'autre côté, en haut entre guillemets de l'est, quand tu regardes aussi, si New York finit 4, au niveau de tout. Oui, mais New York n'a pas passé. New York a fini 4, mais ils ont pas passé de tour de playoff. Oui, mais du coup, si on tombe contre New York, il y a match. Bon, bref, c'est de la théorie. Donc franchement, tu vois, moi je me dis que c'est quelque chose qui pourrait être beaucoup plus gênant entre guillemets une fois arrivé en playoff. Mais eux, leur problème, c'est pas ce qui va se passer en playoff. Eux, leur problématique principale, et ils l'ont montré avec les moves et l'agressivité dont ils ont fait part, c'est juste arriver en playoff, quoi. Arriver en playoff pour la première fois depuis 4-5 ans. Quoi. Être là. C'est ça. Là. Et je suis d'accord avec toi, hein, je provoquais par fanboyisme classique, mais je suis relativement d'accord. Après, il y a une chose qui me gêne moins, quand tu parlais on prend les 3 meilleurs attaquants et les 2 meilleurs défenseurs ou faire l'inverse pour faire des 5. Bon, je trouve que dans cet effectif, ça se complémente assez bien en termes de postes et de rôle, en tout cas, qu'on va mettre sur un terrain de basket. On pourra reparler d'ailleurs de cette histoire de rôle sur un terrain de basket dans un autre podcast, mais ça se complémente assez bien. Et finalement, quand Ben, tu parles des two-way players qui sont positifs des deux côtés, vraiment, on n'en compte pas des masses en NBA. Donc, à ce point-là, c'est-à-dire que si tu as juste des mecs moyens qui sont juste un petit peu positifs des deux côtés du terrain, je suis désolé, moi c'est une équipe que je pense que tu vas pas très loin. Oui. Tu as besoin de mecs élites à certains endroits. Ouais, mais le problème c'est que c'est même sur le banc en fait, tu as cette dualité de one way player en fait. Même sur le banc, t'as pas genre un mec stabilisateur. Par exemple, tu vois Thad Young, c'est un très bon défenseur et c'est un attaquant correct. Tu vois, Garrett Temple, c'est un attaquant moyen, mais c'est un défenseur plutôt correct plus, tu vois. Danny Green aussi, c'est pas une foot de guerre, mais il fait Danny Green, il fait le taf des deux côtés, tu vois. Tu dois avoir des joueurs comme ça, quand même. Parce que le joueur qui se rapproche le plus, entre guillemets, du côté two-way play, entre guillemets, ce serait Lonzo Ball aujourd'hui dans cet effectif-là. Ouais. Le mec qui a plus prouvé, entre guillemets, des deux côtés du terrain, ce serait Lonzo Ball. Et quand tu vois le parcours de Lonzo Ball, c'est quelqu'un qui a pas non plus prouvé énormément, tu vois. Oui. Alors, j'ai envie de te dire peut-être Patrick Williams, mais oui, mais pas. Non, mais je suis d'accord avec vous dans le petit playoff, mais ce que je veux dire, c'est que en saison régulière, comme tu l'as très très bien dit, Tom, on va défendre avec notre attaque, et je préfère dans cet objectif, on se remet dans le cadre où on vise le fait d'aller en playoff, puis après on verra bien ce qui se passe. Je préfère avoir des élites attaquants. Quitte à ne pas avoir assez de two-way players que d'avoir cette espèce d'effectif moyen. Je préfère être nous qu'être
Non, je vais pas citer d'équipe pour pas me faire d'ennemis. Très bien, très bon mot. Les présidentielles arrivent, c'est bien joué. Et justement, est-ce que c'est pas un défaut qu'on sous-estime un peu, les gars? Parce que l'année dernière, les Bulls avaient un problème. Ils étaient très bons, surtout en fin de saison, contre les mauvaises équipes. Par contre, ils sont incapables de battre les bonnes. Et ça, est-ce que ça change? Parce que tu as quand même besoin, si tu veux t'assurer un bon seeding en playoff, de un moment battre les grosses équipes quand même. Parce que tu joues pas 90% du temps contre des mauvaises équipes. Est-ce que ça change fondamentalement en saison régulière? Je rappellerai juste les stats. 22 victoires, 11 défaites contre les équipes en dessous de 50%, ce qui est un bilan d'équipe qui peut presque viser l'avantage du terrain en playoff. Par contre, 9 victoires, 30 défaites contre les équipes à 50% et plus, ce qui est un bilan absolument catastrophique. Donc, est-ce que ça change ça, Adrien? Pour moi, oui. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, pourquoi tous ces matchs perdus l'année dernière contre des équipes meilleures? Parce qu'en fait, si on n'était pas bien meilleur sur les 3 premiers cartons et demi, en fin de match, hero ball Zach LaVine, et on verra ce qui se passe. Et comme je le disais à un moment dans ce podcast-là, c'était trop compliqué pour lui. Là, on a élargi les options, les matchs serrés. Je pense qu'on a plus d'options en fin de match serré cette année que l'année dernière. Alors par contre, on sera peut-être plus accroché par les équipes entre guillemets moins bonnes, qui seront peut-être un peu plus champagne, etc. Parce que défensivement, on va prendre des points justement par des joueurs moins forts offensivement qui vont réussir à marquer plus de points que ce qu'ils en mettaient l'année dernière. Par contre, contre les bien meilleures défenses, qui sont souvent les équipes du top de la ligue, alors là, on a plus d'options. Après, là, ça va être question de balance, enfin d'équilibre entre les deux. Comment on la voit? Moi, je préfère cette option-là. Je préfère aller pouvoir arracher des matchs, même si à la fin on fera les comptes, hein. Mais même si à la fin c'est pas si bien que ça, je préfère aller pouvoir m'enflammer si on prend des matchs contre des équipes bien meilleures que nous, que taper tout le long de l'année les Kings et Orlando et Cleveland et tout ce que tu veux, pour au final après se faire tout le temps martyriser par les autres équipes. Et après, il y a un autre facteur, c'est qu'on a perdu des avantages, mais à la pelle. Je les ai même plus en tête. Enfin, je revois des matchs, des plus 20. On a enchaîné des matchs où on a été à plus 20 à un moment et on s'est fait rattraper. Je pense qu'avec plus de variété en attaque, plus de joueurs comme ça, de pouvoir justement ne pas compter que sur Zach LaVine ou un Kobe White en feu et pouvoir donner la balle à DeMar DeRozan ou à Vucevic, ça va nous éviter des séquences de trous noirs offensifs qui faisaient que derrière on finissait par prendre l'eau, quoi qu'il arrive, même si notre défense était entre guillemets correcte. Et pouvoir faire des stops aussi. Faire des stops, faire des stops, on en faisait, sauf qu'on marquait pas de points. C'était ça le problème. Donc après, c'est là où ça dépend comment tu places le curseur et lequel a l'avantage. Là, ça devient, c'est du cas par cas. Ça va dépendre des matchs. Sur la longueur d'une saison, écoute, on a déjà eu le cas où on était un peu meilleur en défense qu'en attaque. Ça n'a pas fonctionné. Je préfère qu'on essaye l'inverse. On verra ce que ça donne. À rappeler aussi du côté des Bulls, stat incroyable, c'est l'équipe de tout le sport américain. Donc, quand les Américains disent ça sous-entend foot US, baseball, hockey, basketball, qui, sur les 3 dernières années, a subi le plus de blessures. Donc, il y a peut-être ce facteur-là aussi, retrouver les joueurs en bonne santé, qui sera autoporteur. qui serait important, qui a dû jouer dans cette stat, je pense. Et pour l'anecdote, ce qui est assez marrant, c'est que l'article soulignait de The Athletic, encore une fois, que dans les 3 autres sports, l'équipe qui souffrait des blessures était une équipe qui gagnait beaucoup. Ce qui n'est pas le cas des Bulls ni des Cavs qui étaient des seconds très très proches des Bulls dans cette stat-là. Si je vous ai posé la question là, les gars, c'est que forcément on va un peu glisser, même si du côté des Bulls, et même Adrien s'en fait le très bon intermédiaire, on parle de jouer les playoffs, se pose indéniablement la question de une fois qu'on y est, qu'est-ce qu'on fait? Et Tom, tu as déjà un petit peu lancer un petit peu la discussion en parlant du fait que tu n'imagines pas trop ces Bulls-là gagner une série de playoffs dans les 3 prochaines années. Et je vais me faire un peu le défenseur des Bulls. Est-ce qu'on prend pas un peu trop ça pour acquis? C'est-à-dire que pendant que je préparais ce podcast, parce que je savais que Tom allait me dire ça, au bout de 50 podcasts, on se connaît quand même, et je me dis... 50? 200? Au bout de 5 ans, on se connaît. Je me suis dit, entamer des playoffs en étant quasi sûr de gagner une série, ça sous-entend que tu es plus ou moins dans le top 10 NBA, voire dans le top, pas loin du top 5. Parce que Adrien l'a dit aussi, vous m'avez servi les plats, quand tu es 4-5, il y a rarement un favori clair, c'est-à-dire que, en gros, il faut que tu sois top 3 de ta conférence pour avoir une série où tu es sûr de gagner. Donc,
par extension, tu es dans le top 5 NBA, presque 5, 6. Donc, est-ce que ça, c'est pas quelque chose qu'on prend trop pour acquis, en fait? Il y a très peu d'équipes, en fait, qui sont là-dedans, et rien que être en playoff NBA et sans passer par le play-in, qui est un petit peu, je pense, l'objectif ultime, in fine, est-ce que c'est pas déjà incroyable? Parce que, du coup, quand tu fais ça, t'es dans le top 12. Oui. Mais après, je pense que, Chicago, le truc, c'est que, moi, on va peut-être manger un petit peu sur les previews, mais en fait, dans la façon dont est constitué Chicago, je pense que c'est l'équipe, le roster qu'on voit là, va subir pas mal de turbulences parce que le front office a la pression par rapport aux moves qu'ils ont fait à l'intersaison. Et si ça ne fonctionne pas en début de saison, je pense qu'il peut y avoir vraiment un chamboulement. Et je pense que c'est une équipe qui va monter progressivement, puisque c'est l'équipe qui, pour moi, a le calendrier le plus dur en début de saison. Par exemple, quand tu vois le début de saison des Bulls, ils ont, par exemple, leurs 4 premiers matchs, c'est Détroit, les Pelicans, Détroit encore une fois, et ensuite les Raptors. Ensuite, ils enchaînent Knicks, Jazz, Celtics, Sixers, Brooklyn, Mavs, et ensuite ils partent dans un road trip à l'ouest avec Warriors, Clippers, Lakers, Blazers, Nuggets. Donc, tu vois, ce début de saison-là, tu vois, je pense que c'est là où on saura, il peut vraiment faire l'équipe aller, soit les gars seront solidaires, même si dans la défaite il y a quelque chose qui va naître de ce début de saison là et que ça va bien se passer et ça va à partir crescendo, soit on entendra courant décembre les gens surveillent la situation de Zach LaVine parce que voilà, pour moi ça peut aller vraiment dans les deux sens. C'est pour ça que je trouve que quand il y a un aussi gros potentiel entre guillemets de variance pour une équipe, même quand tu prends le scénario entre guillemets médian, je suis pas sûr en fait que tu vois tant de ça les Bulls très haut en fait. Moi c'est vraiment ça, c'est-à-dire que les Bulls, pour moi, je les vois aujourd'hui play-in. Je les vois aujourd'hui play-in, c'est-à-dire entre la 7 et 8e place, parce que je serais pas surpris par exemple de voir deux équipes en dessous du top 4 meilleures qu'eux. Mais en fait, je serais plus surpris de voir les Bulls dans le top 4 que ça. Voire dans le top 5. Tu vois? Ouais, tu prends la problématique aussi à l'envers de la question de Ben, du coup. Pour revenir du côté de oui, bon, il y a que si tu es dans le top 3 que tu es assuré, et en même temps, il y a aussi pareil, c'est que pour ne pas retomber contre les équipes du top 3, il faut que tu sois 4-5. Faut que tu sois 4-5. Voilà, c'est ça. Donc, faut que tu sois 4-5. Parce que et pour moi, il y a plus de chances, d'être 6, 7, 8 que d'être 4-5. Pour moi. On peut pas griller les previews, mais j'essaye d'imaginer. En gros, on est obligé d'en parler. On va pas se cacher. Brooklyn, Bucks, Sixers, Heat, Hawks, Boston, Hawks. Là, pour moi, tu commences à arriver dans le même tiers. Alors après, j'entends qu'ils soient potentiellement meilleurs, mais là, en fait, c'est ce milieu de tableau de la conférence Est qui va être très compliqué pour les previews. Vous aurez le résultat final du coup dans le podcast dédié, mais quand tu arrives à Knicks, Hawks, Celtics, je pense que tu as Pacers, Hornets et donc Bulls. Ça va. C'est peut-être même Washington qui était par là, ça va être très dense. Même Washington, tu vois, on parle d'équipe qui n'a pas de joueurs négatifs et qui a quelques two-way players. Washington, pour le coup, les mecs, ils ont 12 joueurs 8, qui peuvent jouer, quoi. Ils ont été 8 à la fin, bon, avec Russell Westbrook, mais oui, c'est-à-dire que ce tir-là, alors, il va y avoir quelques différences, mais il est quand même assez dense. Et c'est vrai que c'est très compliqué à pronostiquer. Et l'argument des dynamiques de calendrier peut rentrer en compte et s'entend totalement. Après, ça dépend, comme tu dis, la construction mentale du groupe, on va dire, à travers ce début de saison du côté de Chicago, mais aussi chez les autres. L'année dernière, tout au long de l'année, on va aussi faire notre mea culpa. Tout au long de l'année, on disait New York, bon, c'est rigolo, mais au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Ça s'est arrêté après un premier tour de play-off. Voilà. Donc, ça va être très compliqué à pronostiquer, mais c'est vrai que si je devais mettre de l'argent aujourd'hui, je le mettrais pas sur Chicago 4. J'aimerais beaucoup, mais je ne le mettrai pas sur Chicago 4
malgré tout mon optimisme devant les moves de cet été. C'est vrai que là, je me faisais la réflexion. C'est pour ça que j'ai l'air interloqué pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Mais en gros, Brooklyn, Philadelphie, bon, il y a le cas Ben Simmons. Brooklyn, Philadelphie, Milwaukee, Heat. C'est-à-dire, en gros, si on part du principe que ces 4-là sont au-dessus, c'est-à-dire qu'il faut que tu finisses pour être 5 devant tout. Premier du reste. Ouais, faut que tu finisses premier du reste. C'est vrai que c'est beaucoup. Ouais, c'est ça. Pour faire un peu référence à notre podcast avec Tom sur les over-under MVP, faut rappeler que Vegas avait, à l'époque où on l'a fait, donc il y a 2-3 semaines, avait les Bulls. Les Bulls à 41 victoires. 39,5. 39,5, Ah ouais. les Bulls. 39,5. Les Ah ouais, Bulls, 39,5. Donc ça veut dire qu'ils sont vraisemblablement à 39,5. T'es pas 5e. Non, t'es 6-7. T'es 6-7, ouais. Très bien. Je voulais finir, les gars. Alors, on a beaucoup empiété sur ce sujet-là, mais sur un peu la philosophie des Bulls à, je sais pas, à contraster, si on contraste un peu avec le reste de la NBA, parce que Tom, tu l'as dit à un moment, il n'y a pas de situation équivalente. C'est-à-dire que les Bulls, ils vont renvoyer un tour de draft en 2023 du côté d'Orlando. Ils vont en envoyer un autre en 2025 du côté de San Antonio. Donc, c'est une équipe qui va envoyer des premiers tours de draft vers d'autres équipes sans être un monstre à Gargantua qui joue le titre. Et ou sans jouer les playoffs, qui n'ont pas encore fait les playoffs, c'est ça. Qui n'ont pas encore, il insiste, hein, Adrien, qui n'ont pas encore joué les playoffs. J'ai compris. On en a déjà un petit peu parlé, mais qu'est-ce que t'en penses, toi, Adrien? Et là, je parle pas au Adrien qui intervient dans le podcast Dunk Hebdo, mais là, je veux vraiment juste le fan des Bulls. T'en penses quoi de ça? Compliqué comme question. Non, mais parce que, encore une fois, bon, comme beaucoup de fans des Bulls, notamment en France, je pense qu'on est devenu fan d'une équipe qui gagnait. Hein. Que ce soit celle de Michael Jordan pour les plus anciens d'entre nous, ou celle de Derrick Rose pour les plus récents. Alors qui n'a pas gagné de titre pour Derrick Rose, mais quand même qui était en haut de la saison régulière. 60 victoires quand même. Voilà. 60 victoires, c'est pas rien. Quoi. 60 victoires plus ce spectacle. Donc ça fait quand même un petit moment qu'on est sevré et que c'est dur. Je sais qu'en plus, hein, on le sait tous ici, les matchs NBA la nuit, c'est compliqué de se lever pour prendre des roustes soir après soir. Le replay, messieurs, le replay. C'est ça. Donc l'objectif de gagner des matchs, je pense qu'on est à peu près tous d'accord, surtout après les différents mouvements de Garpax. On va pas revenir sur tout l'historique de Garpax, mais la grande majorité de la fanbase des Bulls voulait passer à autre chose, qu'on soit pour ou contre, qu'on voit des points positifs ou négatifs de ce bilan-là. Il était temps de passer à autre chose. Donc ce renouveau fait plaisir à tout le monde. Après, comme l'a très bien dit Tom, c'est vrai que c'est très agressif. Pour résumer ce qui se passe là, c'est très agressif. Mais je pense qu'on est prêt à ça, à perdre entre guillemets 3 ans de draft et d'espoir pour 1 an, peut-être mieux si ça se passe bien, de gain de match, de retrouver en fait juste de plaisir à voir les Bulls gagner des matchs, et ce qui potentiellement sera le cas. Je trouve que même le 39 over-under, quand même. Ah, tu mettrais de l'argent dessus? Tu mettrais de l'argent dessus? Ouais, alors je mettrais pas toutes mes économies, ne pariez pas, les gens. Mais oui, voilà, ne pariez pas. Je suis pas un grand parieur parce que on est toujours biaisé, notamment en plus sur sa propre équipe. Alors là, c'est encore pire. Mais on est à 31 l'année dernière avec des matchs, donc 31 victoires, avec des matchs qu'on balance de manière honteuse. Voilà, faut dire les mots. Donc grosso modo, on n'est pas très loin des 34-35. Je pense qu'avec cet effectif, t'es plus que 4 victoires au-dessus que l'effectif de l'année dernière. Après, la ligue s'est aussi améliorée. Enfin, la ligue s'est améliorée par le bas. Hein. Enfin, les équipes moyennes, voilà, les équipes faibles. Hein. T'as pas mal d'équipes faibles qui sont devenues moyennes plus. Les bilans de l'année dernière, tu prends Boston qui a pris je sais pas combien de cas de Covid, de jours de Covid, et tout. Ouais, faut s'en méfier. Ouais, ça va être de toute façon, il va être très compliqué à pronostiquer. Mais pour répondre à ta question, Ben, moi j'accepte ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est le prix à payer. Allez, banco, on y va, et puis on verra bien. Pour le moment, on est à l'année 2 de Karnizovas, en fait, c'est aussi ça. Et je pense qu'on a envie on a vécu tellement d'années de choix discutables. Alors après, des fois, ils ont eu raison, hein, mais de Gar Forman et John Paxson, que là, maintenant, on se dit, ok, bold move, mais vas-y, fais, on va voir ce que ça donne. On en est là, je pense. Tom, t'en penses quoi de tout ça? Moi, j'ai juste peur que ça tourne un peu à la stratégie d'Eldems. C'est-à-dire que le mec vient, entre guillemets, Ben, il est borderé. Enfin, je sais l'opinion que tu as de ce personnage. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que, en fait, Karnizovas, il est, comme tu dis, il a été très agressif. Il est arrivé et il y a quasiment plus vraiment d'assets. Enfin,
que vous pouvez vous permettre de dépenser. Et c'est dommage aussi puisque c'est quelqu'un qui a été connu pour ses choix à la draft et qui a été un peu recruté pour ça. Hein, quand on écoute l'interview pour laquelle il arrive, il parle bien de construire une culture de la gagne et d'avoir une équipe qui progresse de façon pas exponentielle, mais de façon cohérente et linéaire. Parce qu'il vient de Denver, il faut le rappeler pour ceux qui l'ont pas. Voilà, qui vient de Denver. Et c'est un scout surtout, des Rockets. Voilà, c'est un scout. J'ai bossé la biographie. C'est un scout. Voilà, c'est un scout qui se prive de tour de draft. Et du coup, je pense que ça lui met aussi une pression supplémentaire sur les choix de draft que lui aura à faire justement. Parce que là, il pourra pas se permettre de se rater comme le régime précédent. Puisque le régime précédent a vendu du temps, alors que lui, il vend des résultats. Ah, c'est sûr que c'est un risque et ça va peut-être à contre-courant aussi, ce que tu disais, Ben, du reste de la ligue. Hein. C'est-à-dire que les GM ont cette fâcheuse tendance à s'acheter du temps un maximum. Ouais. Sauf quand tu es GM de l'équipe de LeBron James, par exemple. Mais c'est vrai que de manière générale, les GM ont envie d'acheter du temps. Mais c'est pour ça qu'aussi, peut-être que ça lui donne une forme de sympathie du côté des fans. C'est-à-dire que il va à contre-courant, c'est ballsy, comme on dit. Donc c'est aussi ce qui amène un certain soutien. Jusqu'à quand? Telle est la question. Est-ce que ça va lui tomber dessus, comme tu dis, si ce début de saison est difficile en termes de victoire? Est-ce qu'on va lui tomber dessus? Est-ce que le soutien va être un peu plus sur la longueur parce qu'on en a vu d'autres? C'est une question. Je trouve, moi, que ça pose surtout la question des hommes, en fait, au-delà des fonctions. C'est-à-dire que quand on regarde un peu cette mouvance du hard tanking ou même globalement on va dire, de la maximisation des assets, etc., regardez la biographie, c'est pour ça que j'ai parlé de sa biographie il y a 2 minutes, regardez la biographie de Karnizovas, enfin, c'est un mec qui est venu aux États-Unis, qui a un peu galéré aux États-Unis, qui s'est imposé en Europe, etc. Et encore une fois, je fais référence à l'interview dont j'ai parlé en début de podcast, cette fameuse conférence de presse de fin de saison, où il a beaucoup insisté, je l'ai écouté sur la compétitivité, le fait d'être sérieux, de gagner des matchs, gagner, et je pense du coup que dans son logiciel à lui, c'est pas concevable en fait d'avoir ce genre d'attitude où on va perdre des matchs, on va faire un peu des calculs d'apothicaire pour récupérer des choix de draft et tout. Dans la façon, dans son parcours peut-être c'est difficile. Je dis ça parce que je lis beaucoup sur les parcours des gens souvent. Bref. Et du coup, je trouve que dans son parcours à lui, c'est difficile de faire ça. Ça va contre ses valeurs, même si bon, c'est un mot avec lequel on dit tout et n'importe quoi. Ça va contre ça là où, en fait, quand tu regardes, oui, les mecs qui aiment ça, je caricature, mais sont des Inky, des Morey, ils ont pas le même lien au basket que ce mec-là. Ils sont froids, ouais, ils sont plus. Ouais, je vois. Ils ont pas le même rapport. Donc lui, en fait, quand tu regardes sa bio, tu te dis, ce mec-là, il peut pas prendre un effectif, l'exploser et tanker, ça irait contre tout ce qu'il prône peut-être. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'il a une cote de sympathie sur les vieux fans des Bulls, entre guillemets, je mets le vieux. Parce que tu l'as très bien dit, Tom, c'est une façon de fonctionner normalement d'équipes qui sont en haut, d'équipes qui dominent, d'équipes qui gagnent des matchs. Bon, pour l'instant, on n'a pas fait les playoffs. Mais chez les vieux fans des Bulls, on est Chicago, on a eu Michael Jordan, on gagne, on est les meilleurs. Voilà. Et en fait, c'est cette fameuse Mamba mentality, c'est ce qu'on a vu dans The Last Dance, etc. C'est aussi ça qu'on aime un peu chez lui. Il y a un peu de ça chez Karnizovas. Il arrive chez les Bulls en mode, oui, on est Chicago, on gagne. Je veux dire, je vois pas où est le problème, donc on est agressif parce qu'on est les meilleurs. Alors voilà, ça passe pas, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui plaît d'une certaine façon. Après, ça, tu peux prendre un retour de bâton très fort, mais c'est une façon de fonctionner d'institution. On parle souvent aussi, tu peux employer des mots galvaudés comme les valeurs. J'ai employé une autre, la culture, la culture de la gagne dans une équipe. Voilà, il y a un peu de ça, c'est réinstauré et c'est un discours qu'on a aussi beaucoup vu en diagonale dans différentes interviews des joueurs qui étaient là sous Boylen et qui sont là depuis, qui sont restés. C'est ce changement d'esprit dans toute la franchise de Chicago où on est passé depuis Karnizovas à ok, là on est sérieux, on est là pour gagner. Rappelez-vous, vous êtes à Chicago, on est une équipe qui gagne, que tout le monde soit professionnel. Le seul objectif c'est gagner et perdre n'est même pas une option, comme tu l'as dit. C'est sa mentalité. Après, voilà, on verra le résultat à la fin, mais je pense que ça participe au fait qu'il ait un certain soutien, en tout cas actuellement. Ce qui est un discours qui est moins, enfin maintenant on est vraiment on le dit souvent, on le dit à chaque épisode, l'espoir, le potentiel, etc. Et ça c'est des encore une fois valeurs
peut mettre n'importe quoi derrière, mais c'est vrai que c'est une approche qu'on a pu vraiment en NBA et qui, je pense, a des fans, comme tu as dit, Adrien, parce que nous, je me rappelle, il y a quelques années, c'est un peu moins le cas maintenant, mais quand on parlait de ces processus de tanking, etc., il y avait beaucoup de personnes qui mettaient en avant, ah, mais c'est quand même limite moralement vis-à-vis du sport, etc. Inky, il a pas que des potes. Hein. C'est ça, donc il faut aussi se dire que c'est un discours qui peut avoir ses supporters. Donc ça, c'est intéressant. Et il faut de tout pour faire une ligue. Donc merci Chicago. Voilà. C'est ça. Et puis je me demande, est-ce que tu vois, il a pas été influencé, par exemple, par ce qui s'est passé du côté des Suns, par exemple. Les Suns qui récupèrent du coup un meneur vétéran, joueur vétéran. Et pour améliorer, entre guillemets, plutôt que, tu vois, que jouer l'attentisme un peu qui était reproché à l'ancien régime, c'est-à-dire que l'ancien régime, il te vendait, on aura le max cap space dans la prochaine free agency, machin, on n'a pas dépensé d'argent. Oui, enfin, on l'a entendu souvent du côté de Garpax, on l'a entendu souvent, oui, on a signé personne, mais ne vous inquiétez pas, c'est parce que la prochaine free agency, il y a tel nom, et on a la possibilité, du moins, on a la flexibilité financière qui va nous permettre de signer les noms. Et là, Karnis Ovas, il a pris le pari inverse, plutôt de dire, écoutez, nous, on a Zach LaVine, on a tel joueur, ben venez compléter ces joueurs-là. Et c'est quelque chose de tangible et c'est pas entre guillemets c'est pas complètement utopique. C'est pas complètement utopique ce qui te vend. C'est-à-dire que c'est vrai que quand tu ne fais pas de choix, au final, tu fais le choix de pas choisir. Mais lui, il a vraiment décidé de prendre une route et de se fermer entre guillemets quelques opportunités. Quitte à ce que ça lui retombe dessus un moment ou un autre, quoi. Donc il a fait des choix fermes, il a fait des choix à court terme, ce qui peut paraître bizarre pour vraiment une équipe qui a gagné 22 matchs, mais globalement, enfin, on peut lui reprocher l'excès d'agressivité. Mais on peut pas, entre guillemets, lui reprocher d'être agressif alors qu'on critiquait la passivité de l'ancien régime, quoi. C'est un peu ça. Par contraste, tu peux pas le critiquer pour faire ce choix. En tout cas, a priori. Parce que bon, on verra une fois les résultats. Mais là, pour le moment, c'est difficile, comme tu dis, de critiquer l'inverse de ce qu'on attendait de l'ancien régime, en fait, qui n'arrivait pas. Bon, il le fait. Bon, maintenant, vous l'avez. Ça fait très politique, ça. On vote toujours pour un président qui est l'exact opposé de celui de... Enfin bref, ça fait, ça fait très bien. Et juste une chose, Tom a fait... tout le monde veut être les Suns. J'ai lu 15 équipes qui veulent être les Suns ou les Hawks dans une moindre mesure. Méfions-nous. Mais, encore une fois, moi, je trouve que ça fait du bien et je trouve que c'est un témoin à quel point la NBA est devenue peut-être un petit peu trop binaire. C'est que t'as l'impression qu'il y a des gens maintenant... ils ne comprennent même plus cette volonté de faire les playoffs, en fait. C'est-à-dire que maintenant, genre, c'est all-in ou rien. C'est-à-dire que juste vouloir être en playoff, ça marche pas. Il y a un bug dans la matrice. C'est incroyable. Ouais. C'est genre, qui veut ça? qui veut ça? Qui veut juste être en playoff, tu vois? Qui veut juste être en playoff? Alors que tu peux avoir un pic de draft en 2032 pour, enfin, tu vois, c'est, bref. Oui, non, mais puis la construction à la Nets, parce que tu vois, tu parlais des Suns, bon, on va essayer de pas faire trop long puisque je vois bien le timing moi aussi, mais comme on parle des Bulls, j'ai envie de parler. non, mais ces histoires de voilà, comme à la Nets il y a quelques temps. Alors c'est pas dit que ça se passe exactement de la même façon et encore moins à court terme. Mais voilà, tu fais un projet sportif, tu te remets à gagner des matchs, tu restes un grand marché attractif comme on l'a dit, les acquis de Chicago, quoi. Bon qui te dit que dans 4 ans tu te fais pas une super team Lucas Zion, je sais pas quoi. Bon voilà. Calmons-nous. Non mais je ne vends pas ça. Mais ce que je veux dire c'est que c'est comme tu l'as dit, on est tellement dans une NBA qui semble de plus en plus binaire de soit le titre soit le tanking qu'on en oublie que ces stratégies-là elles sont viables. Elles vont pas fonctionner à chaque fois comme toutes les stratégies. T'as un pourcentage de réussite qui est pas toujours le même et puis t'as une part d'aléatoire, une part de timing qui est toujours un peu compliquée, etc. Mais ça reste une route, comme disait Tom. Il y a plusieurs routes. Cette route, elle est pas c'est-à-dire quoi. Elle fonctionne, elle a déjà fonctionné par le passé, elle peut refonctionner par le futur. Ce qui est marrant, c'est qu'en plus, la plupart du temps, c'est la meilleure route. C'est juste qu'en fait, elle est moins bien éclairée. En fait, t'as moins de visu sur la suite. On va très loin dans les métaphores, là. Elle manque de paillettes et de néons. C'est ça, très bien. Et bien, du coup, on espère qu'on a ravi les fans des Bulls avec ce podcast consacré à la franchise de Chicago.
Nous, comme je vous l'ai dit, on va se retrouver très vite parce que les prochaines semaines, on a beaucoup de contenu à vous offrir. Le DH20, les previews, etc. On va être sur le pont. On va beaucoup enregistrer dans ces prochaines semaines. Tom, Adrien, c'était un plaisir. On se retrouve. Ah bah, forcément, sur les Bulls, évidemment. Nous, on va se retrouver très vite et puis on vous souhaite une très bonne semaine. Salut! Salut.